Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. Apprentissage du collectif ou domestication patriotique. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le SNU divise. Mis en place en 2019, a-t-il fait ses preuves? On en parle dans la première partie d'émission avec notre invité. On connaît l'impact de l'alimentation sur le développement physique des enfants, mais soupçonne-t-on son influence sur le développement cognitif et psychique? Ce sera le thème de cette seconde partie d'émission. Enfin, vous retrouverez Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Cette semaine, son invitée est la femme d'affaires Sylvie Tellier. Mais avant cela, on fait un point sur l'actualité de l'éducation avec Emma Ferré. Bonsoir Emma. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On démarre ce journal avec la prise de parole sous forme de conférence de presse d'Emmanuel Macron en fin de matinée. Depuis dimanche soir, les masques tombent, a-t-il dit. Alors, entrée en matière pour le chef du gouvernement, mais aussi entrée en campagne pour ces législatives anticipées. Emmanuel Macron a commencé par fustiger les deux blocs d'opposition et il appelle les hommes et les femmes de bonne volonté qui veulent lutter contre les extrêmes à se rallier. Alors, au menu, renforcement de l'axe régalien et plus de sécurité, ça c'est pour la droite. Ambition écologique et lutte contre les inégalités économiques, ça c'est pour la gauche. Parmi les points soulevés pour cette campagne, l'ouverture d'un débat sur la laïcité, mais aussi sur la question de l'accompagnement des mineurs. Prendre des décisions aussi simples du quotidien, comme la reprise en main par l'État et le meilleur contrôle de la question des mineurs non accompagnés, qui dans tant de villes sont un problème de sécurité. Répondre avec aussi plus de fermeté à la montée de la violence des mineurs, qui mine la cohésion nationale, avec des mesures là aussi claires et radicales qui sont en train d'être préparées. Un modèle d'intégration qui doit, selon lui, passer par l'école républicaine qui est à bâtir à nouveau. Et le président a annoncé la généralisation du service national universel à la rentrée 2026. Ce sera d'ailleurs le sujet de votre débat tout à l'heure, Virginie. Et enfin, le président est revenu sur l'éternelle question des écrans. Le gouvernement aura à prendre des décisions claires pour protéger nos enfants. D'abord, en ne permettant pas l'usage des téléphones avant 11 ans et surtout l'accès aux réseaux sociaux et à leur usage avant l'âge de 15 ans. Il faut un âge pour la majorité numérique, ça protège. Des mesures qui seront donc à suivre. À droite, les Républicains ont planché toute la journée sur le cas Éric Ciotti et ce dernier est finalement bel et bien exclu des Républicains. Oui, retour sur cette journée folle du côté du bureau des Républicains où une réunion devait se tenir ce midi. C'était sans compter sur Éric Ciotti qui a fait fermer le siège du bureau politique, s'y est barricadé, tout cela afin d'empêcher les cadres de le destituer. Alors la décision a tout de même été prise et apparemment à l'unanimité. Déjà dès ce matin, David Lisnard, le maire LR de Cannes, était interrogé sur le tremblement de terre à droite survenu hier. Il était sur RTL ce matin. Je pense, pour le connaître, et je sais que c'est quelqu'un d'intelligent et d'honneur, je ne vois pas comment il peut rester à la tête d'une organisation qu'il a fait évoluer dans un sens qui n'avait pas été validé, même si ça aurait pu être validé, peut-être par une majorité de gens. Alors, concernant ces liaisons dangereuses avec le RN, Jordan Bardella a confirmé hier soir sur France 2 que le Rassemblement national soutiendra plusieurs dizaines d'élus les Républicains. Trahison pour Xavier Bertrand ou coup de bluff pour David Lisnard. Quoi qu'il en soit, le RN n'en démord pas. Laure Lavalette était aussi sur RTL. Jordan Bardella a lancé un appel. Il se trouve qu'Éric Ciotti, courageusement, avec qui on partage les mêmes constats et globalement les mêmes solutions sur ces sujets prégnants dans la vie des Français que sont la sécurité, l'immigration, le pouvoir d'achat. Voilà, il a répondu à cet appel. Mais je vais vous dire... C'est un accord avec Éric Ciotti ou avec... Mais non, avec les Républicains. Mais vous savez, moi je suis élue du Var. Des dizaines, ils sont où parce que... Ils arrivent, figurez-vous, ça se fait pas d'un claquement de doigts, vous allez voir. Laure Lavalette, porte-parole du Rassemblement national. Et le nerf de la guerre, ce sont les abstentionnistes. Évidemment, ils étaient 48,2% pour ces élections européennes. Et même si c'est une bonne surprise parce que c'était le taux d'abstention le plus bas depuis à peu près 30 ans. Et ce sont bien les électeurs absents en revanche des urnes qui vont devoir conquérir les partis. Alors principalement pour la gauche, dont les calculs gagnants reposent sur la conquête de ses potentiels votants. Aminata soutient Europe Écologie Les Verts. Elle était au micro de Luc Chemla sur France Inter. On l'écoute. Je pense que la jeunesse, elle est fatiguée, elle n'a pas envie d'aller voter et je fais partie en tout cas des gens qui essaient de motiver beaucoup sur les réseaux sociaux une partie de la jeunesse pour qu'ils aillent faire voter le 30, quoi.
Le nouveau Front populaire entre espoir et fébrilité, notamment en ce qui concerne les conditions posées par Raphaël Glucksmann. Il refuse toute alliance avec LFI. La porte-parole du PS, Diane Ebas Diop, demande la fin de la brutalisation de cette vie politique. Monsieur Boyard, lorsqu'on pose des conditions, justement, pour pouvoir partir sur des bases saines, pour pouvoir construire justement un accord historique parce que le moment nous oblige et que la gravité du contexte fait que toutes les forces de gauche, toutes les forces progressistes, les syndicalistes et notamment les jeunes doivent voir en nous un exemple. Eh bien, je suis désolée, c'est normal qu'on pose des bases saines lorsqu'on a eu une campagne qui a été particulièrement brutale. L'accord trouvé par le Front populaire sera d'ailleurs de 229 circonscriptions pour LFI, 170 pour le PS, 92 pour les écologistes et 50 pour le Parti communiste français. À Cherbourg, une policière a été mise en examen pour homicide volontaire sur un jeune de 19 ans. Dimanche soir, à Cherbourg, en Cotentin, le jeune Sullivan, 19 ans, succombe au tir d'une fonctionnaire de police alors qu'il fuyait une voiture volée dont le conducteur avait refusé d'obtempérer. La mère de la victime porte plainte contre la policière. Maître Yacine Bouzrou, l'avocat de la famille, explique. La fonctionnaire de police a tiré à très courte distance sur Sullivan et la balle l'a atteint au niveau de la poitrine. Lorsque la policière a tiré, elle avait nécessairement conscience que le tir par arme à feu en direction d'une zone vitale telle que la poitrine pourrait entraîner la mort de ce dernier. Celle-ci a donc été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire. On poursuit aux assises de Metz où 9 jeunes hommes sont jugés depuis hier pour avoir attaqué et dépouillé des prostituées. À peine pubères et porteurs d'appareils dentaires, décrivent nos confrères du Parisien, pour parler de ceux qui étaient encore des adolescents au moment des faits et dont le procès pour extorsion à main armée ayant eu lieu entre janvier et décembre 2020 débute tout juste. Des élèves de bonne famille qui braquent des prostituées ayant l'âge d'être leur mère et dont ils consommaient donc les services. Le mode opératoire était bien rodé. Ils contactaient ces femmes via le site sexmodel.com, puis l'un d'eux se rendait chez elles dans l'heure. Il communique les informations à ses complices et au moment du départ, la bande arrive, braque la femme pour récolter l'argent des passes passées. Et d'abord armés de bombes lacrymogènes et de tasers, ils sont vite passés aux couteaux de cuisine et aux semi-automatiques, des répliques évidemment. Une des prostituées aurait même été tondue. Alors ces adolescents, tous friands de porno et de jeux vidéo, sont résumés par l'avocat avec ces mots, une génération GTA. Alors, ce contrôle judiciaire depuis 2021, ils ont tous pu passer leur baccalauréat, mais le jugement reste à venir. Ils encourent jusqu'à 15 ans de réclusion. Merci beaucoup Emma. Mixité sociale, appropriation du collectif, sentiment d'appartenance à la nation. Les arguments en faveur du service national universel sont rappelés depuis sa mise en place en 2019. Alors justement, le SNU est aussi sous le feu des critiques, notamment depuis l'annonce de son extension aux classes de seconde. Pourquoi, comment, on en parle avec notre invité. Monsieur le député Guy Lavocat, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau du Grand JT. Vous êtes député européen Renew, Renaissance. Merci d'être là. Vous avez, j'imagine, écouté ou regardé la conférence de presse donnée ce matin par le président de la République. Il réaffirme la généralisation du dispositif SNU jusqu'à la rentrée 2026, il me semble. C'est ça. 2026. Vous avez participé à sa mise en œuvre dès le début. Alors, il se dit que j'ai... En tout cas, merci pour votre invitation, parce que c'est un sujet qui me passionne et que je conduis depuis plusieurs années. Il se dit que j'ai susurré au candidat Emmanuel Macron, quand il était candidat à la présidentielle en 2016. Moi, j'ai rejoint Emmanuel Macron en 2016. J'ai susurré l'idée de réfléchir à l'instauration d'un nouveau modèle, peut-être d'engagement de la jeunesse, qui ne serait pas un service militaire, mais un service d'engagement, qui peut prendre dans certaines... partie de cet engagement, la forme militaire, telle qu'il existe actuellement sur le SNU, c'est-à-dire la levée des couleurs, les uniformes, etc., mais qui soit vraiment un outil de cohésion nationale, parce que le président l'a aussi annoncé tout à l'heure, on a un problème avec notre système d'intégration. Les gens ne se rencontrent plus, ne se parlent plus, s'invectivent sur les réseaux sociaux, et c'est vraiment important qu'il y ait un moment dans leur vie où ils se rencontrent vraiment physiquement, quelles que soient les classes sociales et les territoires. Le président appelle ça les mythes républicains. Est-ce que ça vaut aussi sur l'idée des 30 ans? Vous avez servi pendant 30 ans dans l'armée. Pour vous, il était important, au moment justement, vous parlez de ce moment précis où Emmanuel Macron est candidat à la présidence de la République. Vous travaillez donc à ses côtés, en tout cas, vous discutez
lycée, si je présume, ensemble. Et pourquoi, à cette époque déjà, pour vous, il était vraiment important de remettre justement soit le service militaire, soit une forme de service militaire dans l'engagement citoyen? Pour 2 raisons, parce que je pense que fondamentalement le président est un visionnaire. Et il a raison quand on voit le contexte géopolitique actuel en Europe et dans le monde. Et puis deuxièmement, l'un des éléments qui m'ont fait rejoindre le président, dans le candidat à l'époque, c'est le seul qui a osé dire que la France avait un problème d'intégration de sa jeunesse en France, et qui expliquait aussi des dérives communautaires, voire une extrémisation d'un certain nombre de nos jeunes Français qui peuvent partir dans le terrorisme. Mais là, on parle donc avant la candidature d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on le voit bien que les dérives continuent d'exister malheureusement. En quoi ce SNU aujourd'hui, ce service national universel, et avant cela, lorsque vous avez pensé donc cette nouvelle forme de service militaire, aurait pu contribuer à enrayer justement ces dérives dont vous parlez? Parce que je pense que l'essentiel des violences qui existent dans l'espace public et médiatique, elles viennent de la méconnaissance en fait de son prochain. Et c'est l'aventure collective, même sur un temps court. Là, bon, le stage de cohésion qui ne dure que 15 jours. 12, j'ai lu moi. Ouais, 12, effectivement, oui, puisque c'est du lundi au vendredi suivant. Donc oui, donc comment en 12 jours, alors vous me facilitez la question, comment en 12 jours on peut justement être en cohésion avec l'autre, connaître l'autre et se dire « Ah zut, je me suis trompé, je dissipe mes stéréotypes ». Comment c'est possible? Mais c'est moins que rien. Il suffit d'une rencontre, vous savez. La vie, c'est souvent peut basculer du fait d'une rencontre, que j'imagine que vous en avez eu dans votre vie et qui ont peut-être fait basculer votre parcours professionnel ou familial. La vie, c'est ça, c'est-à-dire permettre à des gens, peut-être les forcer à se rencontrer. Et je crois savoir que même après ces séquences de 12 jours, les jeunes continuent aussi à échanger. Avec des méthodes modernes, sur des groupes WhatsApp, etc. Donc ils entretiennent des liens alors qu'ils ne les auraient sans doute jamais entretenus sans cette rencontre initiale. Alors vous dites quelque chose d'important, vous dites les forcer à se rencontrer. Or le service national universel n'est pas obligatoire. Il ne l'est pas encore. Pour l'instant, il est effectivement sur la base du volontariat. Donc, est-ce que réellement, on force des gens à se rencontrer lorsqu'il n'est pas obligatoire? Et du coup, est-ce que cela favorise réellement la mixité sociale? Oui, parce que les désattendus, quand nous avons proposé notre rapport au président et le scénario qu'on lui confiait et qu'il a validé en Conseil des ministres, il a fait valider en Conseil des ministres à l'époque sous le gouvernement d'Édouard Philippe, c'est deux éléments fondamentaux. C'est la mixité sociale, c'est aller chercher des jeunes, quel que soit leur milieu métropolitain ou ruraux, et les mélanger, et territorial, c'est-à-dire leur faire changer d'écosystème en changeant de département ou de région pour que ça puisse se passer. Pour tout vous dire, moi je viens du Puy-de-Dôme et le Puy-de-Dôme a été un des 12 premiers départements à être expérimentés sur le SNU, et il y a 12 jeunes Puy-de-Dômois, donc des Auvergnats, qui sont allés en Guyane, et 12 petits Guyanais qui sont venus en Auvergne. Donc c'est ça aussi... Comment ça s'est passé alors justement la rencontre? La rencontre par exemple entre les Guyanais et les habitants du Puy-de-Dôme. Formidablement bien. Toutes les études qui suivent les séjours de cohésion montrent que la très grande majorité des jeunes sont vraiment très satisfaits de leur séjour et de l'esprit du SNU. Alors c'est quoi l'esprit du SNU? Parce que c'est très important de pouvoir le redéfinir encore ensemble. À chaque fois, on revient toujours avec les valeurs de la République. Mais les valeurs de la République, bon, on connaît évidemment liberté, égalité, fraternité. On imagine que c'est des valeurs de partage, de cohésion. C'est ce qui ressort à chaque fois. Vous dites, le SNU doit favoriser l'appropriation du collectif, donner de la visibilité à ceux qu'on ne voit pas, créer justement cette fameuse mixité sociale dont on ne parle pas. C'est quoi au-delà de ça le SNU? Le SNU, c'est un moment de partage. Vous avez prononcé le mot qui est important, puisque dans ce programme-là, les jeunes sont regroupés le soir en maisonnée, et non pas simplement pour dormir, mais aussi pour débattre. Donc il y a des thématiques qui sont offertes au débat tous les soirs. Ça peut être sur la laïcité, ça peut être sur le port du voile, ça peut être sur la relation entre les hommes et les femmes dans la société, ça peut être sur l'économie, ça peut être sur la ruralité. Donc plein de sujets. Qui sont animés par qui? Qui sont animés par des encadrants, mais aussi par des chefs de maison. Donc c'est un des jeunes
de la maisonnée qui est désigné par ses pairs comme étant le responsable de la maisonnée. Mais pardon, c'est un éducateur, c'est un militaire? Non, c'est un des jeunes de la maisonnée, donc c'est un des jeunes volontaires qui est désigné par ses pairs pour enclencher une discussion. Une discussion, et bien évidemment sous l'autorité des encadrants. D'accord, mais alors, je comprends bien qu'effectivement c'est un échange qui s'opère, mais si vous voulez, comment est-ce qu'on peut favoriser une mixité sociale en enclenchant de par soi-même, quand on a 15, 16 ou 17 ans, si j'entends bien la réglementation du SNU, eh bien une discussion qui mène à quelque chose, à un vrai débat et à quelque chose de porté? Parce que moi j'estime, et je pense que c'est aussi l'esprit du SNU, que le débat n'est pas réservé aux adultes. Bien sûr, heureusement. Et que les jeunes, même à 15 ans, sont peut-être plus matures que à l'époque de ma propre génération, de mes grands-parents, sur des sujets de société, parce qu'ils s'informent. Alors, ils ne s'informent pas forcément en regardant le JT de 20h, mais par d'autres moyens. Donc, ils ont une opinion sur tout. Non, ça c'est certain, mais ce que je veux dire, c'est que en quoi ce sera différent que celui qu'il y aura sur les bancs de l'école, dans un groupe chez des copains, que lorsqu'ils font leur SNU? Qu'est-ce qui va différer? Parce que, en fait, on change de paysage, on change de décor. Donc, on les sort du système, je dirais, un petit peu conventionnel de l'école, avec le maître qui assure une forme d'information ou d'éducation descendante vers les jeunes. Et là, on leur demande de participer et d'échanger. Et surtout sur des sujets qui peuvent être assez clivants parfois, sur les relations entre les hommes et les femmes, par exemple. On sait que dans certains quartiers, ça peut être un vrai sujet. Et donc, on leur laisse la parole, on ne leur demande pas de trouver forcément un compromis à la fin, mais d'échanger des opinions. Et l'échange d'opinions, je pense que c'est le vecteur principal de la compréhension de ce qu'est l'autre, et d'accepter aussi les différences. C'est ce que vous avez vécu, vous, plus jeune, lorsque vous avez fait votre service militaire, puis après, lorsque vous avez servi dans l'armée pendant, je le répète, 30 ans? Oui, bien sûr. Pour moi, le service militaire, j'étais officier, donc j'encadrais des jeunes appelés du contingent, comme on les appelait à l'époque, et j'appelais ça un miracle. C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, pendant les classes, des jeunes qui arrivaient avec des coupes de cheveux de toutes les longueurs, avec des habits de différentes sortes, on arrivait à les faire accepter des règles communes en l'espace de 48 heures ou d'une semaine. Et à chaque fois, j'étais émerveillé et transformé de voir cette jeunesse volontaire, en cohésion, chanter ensemble, répondre à des injonctions qui étaient ceux des ordres dans l'armée. Mais garder leur propre identité, garder leurs propres valeurs, leur propre culture, c'est ce que vous me dites quand vous parlez de cheveux ? Bien sûr, exactement. Et puis leurs milieux sociaux. Moi, j'avais des jeunes, par exemple, qui étaient illettrés et qui dormaient pendant 1 an à côté d'un fils de notaire, lui qui était plutôt, qui avait fait des études supérieures, avec des interactions. Le fils de notaire apprenant à écrire aux jeunes illettrés pendant son temps de service national pour qu'il puisse envoyer une lettre, par exemple, à sa copine. Et inversement, le jeune illettré qui était plutôt sportif aidait le jeune fils de notaire sur les obstacles du parcours du combattant. Alors vous voyez, donc il y a un échange vraiment, et ça, c'est ce que j'appelle le miracle du service militaire. On remonte le temps, on est à donc 18h ou 19h lors des échanges, mais qu'est-ce qui se passe dans la journée? On se réveille tôt, on enfile son uniforme et on participe à la levée du drapeau français. Oui, parce que le drapeau français, c'est le symbole de notre nation, et c'est aussi le vecteur de notre cohésion. Le fait c'est le symbole de notre appartenance à un collectif, sans être nationaliste au sens que certains peuvent donner. Surtout en ce moment, il faut pouvoir, les mots ont un poids. On est tous couverts et par cette chape d'honneur qui est le drapeau français. Et on est respectueux aussi de toute l'histoire que porte ce drapeau. Nos anciens qui se sont battus, on vient de célébrer les 80 ans du débarquement, le sacrifice de nos aînés, tout ce qui a permis à la France de se construire, et tout ce qui a permis aussi à la France d'être une nation à la fois libre,
mais en cohésion malgré les flux migratoires, etc. Donc on est un pays d'immigration. Donc il a fallu à chaque fois assimiler, intégrer des vagues successives de gens différents. J'en suis en plus un exemple. Hein. Oui. Moi, je viens du continent indien. Donc, vous êtes né à Pondichéry? Je suis né à Pondichéry. Bon, ma famille est issue d'une longue tradition militaire depuis le XVIIe siècle. Mais je fais partie de cette France que j'aime et j'ai envie de partager ces valeurs. Vous parlez des 80 ans, des commémorations des 80 ans du débarquement, justement. Lorsqu'on voit le résultat des votes des jeunes aux européennes, quelques jours justement après cette commémoration, est-ce que justement on n'a pas le sentiment que la jeunesse a tendance à oublier l'histoire dont vous parlez et ses héros et la notion de liberté? Oui, je pense qu'il faut différencier le vote un peu de contestation de colère d'une jeunesse attirée par un profil de candidat type Bardella sur lequel ils font aussi des transferts par rapport à leur propre situation, de ce qui s'est passé il y a 80 ans. Mais vous le dites vous-même, les jeunes réfléchissent, les jeunes savent, les jeunes connaissent l'histoire, et pour autant, vous le dites, là, lors du vote, c'est assez contestataire. Oui, c'est contestataire vis-à-vis d'un système peut-être, hein, plus que vis-à-vis d'un homme. Et puis on est aussi dans un phénomène de star system où il est plus facile de s'identifier à quelqu'un qui nous ressemble qu'à quelqu'un qui nous est éloigné par rapport à ses origines sociales ou familiales. Mais je pense que la commémoration des 80 ans du débarquement montre encore une fois que il y a des jeunes Français à l'époque qui sont partis en Angleterre en disant je peux pas accepter le système tel qu'il est sous le joug des nazis. Et je veux donner du temps et peut-être mon sang à une autre idée que je me fais de la France. Et qui sont engagés. Donc c'est un peu ça qu'on veut, on veut initier dans le sens que veut prendre le SNU. Je voudrais reprendre simplement. J'aime bien regarder les sondages sur la question du SNU. J'ai quelques chiffres. Justement. Ils sont assez contre-intuitifs. Hein, les chiffres du SNU et du service national en général. Parce que on sent que la très grande majorité de nos concitoyens, quel que soit l'âge, veulent un retour de l'ordre globalement dans la société, dans nos rues, y compris même dans le noyau familial. Et pour autant, ils sont 88% à être contre le SNU. Alors, 70% chez les élèves et les professeurs. Non, vous n'avez pas ces chiffres-là? Non, moi j'ai plutôt l'inverse. Ah, très bien. Ouais. Écoutez, alors bon. J'ai des sondages IFOP de 2023 qui montrent que plus de 75% des Français sont favorables à un retour d'un service militaire, hein, et dont 60% des jeunes de 18-24 ans. Donc c'est un sondage IFOP qui date de janvier 2022 ou 2023, je ne sais plus. Alors on va vérifier en régie, on n'a pas les bons chiffres. Ouais. Mais effectivement, c'est intéressant de se baser sur ces chiffres-là. Alors comment on expliquerait effectivement cette situation? Parce que pour l'instant, ils sont assez réfractaires quand même à venir et à faire le SNU. Pour l'instant, non, parce que... Sur la base du volontariat, on le rappelle. Même sur la base du volontariat, le ministère de l'Éducation nationale, qui est pilote du sujet pour l'instant, refuse des candidatures sur les sessions à venir. Hein. Peut-être parce qu'il n'y a pas assez de place. Oui, parce qu'il y a pour l'instant pas assez de place. Pas assez de places ont été créées aussi. Oui, peut-être. C'est ça le problème. Mais il y a aussi une affaire de budget aussi dedans. Hein. Alors justement, on va en parler. Oui, on va en parler du budget. Mais juste avant cela, j'aimerais qu'on revienne sur quand même l'idée du SNU, car il serait à la fois, on le dit, un enjeu de défense nationale et de cohésion sociale. On en a parlé pour l'universalité et pour l'idée de mixité sociale. Défense nationale, c'est-à-dire Défense nationale par rapport à la situation géopolitique qu'on connaît. On va former vous voyez, des militaires, on va former des jeunes... Non, mais ça peut être un premier step vers, si on devait le faire, et si la situation géostratégique du pays l'imposait, ça serait peut-être la base qui nous permettrait de mettre en œuvre une forme de service militaire. Parce qu'on le voit bien, à l'exemple de la jeunesse ukrainienne actuellement, qui a été un peu prise au dépourvu, mais dont l'engagement est total, hein, même si on peut parler de déserteurs ou de gens qui fuient les appels sous les drapeaux. On voit que ce débat, il traverse toute l'Union européenne. Hein. Il y a plusieurs pays, notamment du Nord ou des pays baltes, qui ont réinstauré le service militaire, à l'exemple de la Suède ou de la Finlande. Ce matin, le gouvernement allemand
a proposé de faire identifier les volontaires pour un service militaire. Oui. Rishi Sunak, il y a 15 jours, a annoncé la mise en place d'un service national obligatoire pour tous les jeunes. Donc vous voyez que ce n'est pas un phénomène franco-français. Voilà, c'est un vrai débat aussi européen. Ah, bien sûr. En fait, on chercherait à avoir un service national universel européen. Moi, j'ai interpellé la commissaire à la jeunesse sur cette question-là d'un service universel européen, sans forcément calquer le programme du SNU au niveau européen, mais dire on a besoin au niveau européen de se poser la question de l'engagement de la jeunesse, chaque pays pouvant adapter à sa culture et à son histoire un modèle d'engagement, mais je pense que c'est important de le faire et d'y mettre des budgets parce que on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Certains se disent, à l'instar des... on va me charrier pour ça, mais des Malabar Bigou, c'est un peu un entre-deux, vous voyez ce que je veux dire? C'est à la fois, c'est pas un service militaire, et à la fois, c'est quelque chose, bon, bah, alors on y va 12 jours, puis c'est sympa, puis on ne sait pas trop ce que c'est. C'est volontaire, c'est pas volontaire. Bon, il y a en plus des histoires un peu terribles qui sont passées il y a pas si longtemps. Bon, ça arrive, mais ce que je veux dire, c'est que quand même une situation un peu bancale. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Il faudrait être beaucoup plus ferme sur le choix, c'est-à-dire revenir vraiment à un service militaire réel, ou en tout cas à un SNU obligatoire? Le SNU, je pense que le SNU n'est pas un service militaire, hein. Et c'est pas non plus une colonie de vacances. Effectivement, c'est l'entre-deux, mais c'est un temps universel, sous-entendu obligatoire, de rencontre d'une partie de la jeunesse. Parce qu'il y a un enjeu de cohésion, de connaissance de l'autre qui est important. Avant d'être un outil, je dirais, de défense militaire, c'est avant tout un outil de connaissance de l'autre, de cohésion et de mélange des strates sociales de notre pays. Donc c'est pour ça que je repose ma question, pardon, mais alors en quoi un outil de défense militaire? C'est juste parce que c'est un premier step, c'est tout? C'est un premier step, je pense que ça peut être une première marche vers... puisque pendant les 12 jours, vous avez aussi une journée ou deux qui sont consacrés à la défense nationale, où des militaires, par exemple, qui rentrent d'opérations extérieures, viennent témoigner. Donc ça peut générer des envies de s'engager peut-être plus tard. Bon, c'est pas le moment puisqu'ils sont à 16-17 ans, mais d'attendre l'âge d'avoir la majorité pour s'engager. Dans la continuité de l'idée de réarmement voulue par Emmanuel Macron. Exactement, ce qu'il appelle le réarmement civique, hein, tout simplement. Le coût, vous l'avez évidemment évoqué, estimé, je crois, à 2 milliards, c'est ça, d'euros? Un peu plus de 2 milliards en régime de croisière, c'est-à-dire pour une classe d'âge de 800 000 jeunes par an. Si on devait peut-être réduire le nombre de jours, il y a des hypothèses à Bercy de réduire, parce qu'on est en recherche d'économie, à réduire de 1 ou 2 jours, on pourrait tomber à 1,5 milliard. Alors là, la mixité sociale, scolaire et combattre les inégalités en 8 jours, c'est vrai que je suis ça m'interroge encore plus. Oui, mais c'est pas un système qui va tout résoudre. Non, je comprends. Voilà. Mais revenons à l'idée du budget, parce que c'est très important quand même, ce qui est mis en perspective et des critiques qui sont justement adressées, et que de l'autre côté, l'école publique réclame évidemment beaucoup plus d'argent, vous l'imaginez, et à chaque fois, on serre la ceinture, on demande beaucoup plus d'austérité à l'école publique. Est-ce que vous trouvez que tout cela va dans le bon sens pour vous? Je pense que l'école publique n'a pas été délaissée sur le plan budgétaire, hein. Les profs, globalement, étaient plutôt bien traités pendant la mandature et la précédente. Les budgets ont été alloués pour justement revaloriser le métier de maître, de maître d'école, parce que là aussi, il y a des enjeux de la responsabilité des maîtres par rapport à la relation qu'ils ont avec les élèves, redonner le sens de la relation entre l'élève et le professeur. Je pense que voilà, il faut faire les deux. Les deux sont importants, hein. Après, effectivement, quand on sera en régime de croisière, il y aura sans doute des arbitrages à rendre sur le plan budgétaire. On ne pourra pas tout faire. Une réaction juste au SNES-FSU, qui est le principal syndicat des enseignants des collèges et lycées. Les jeunes ont besoin d'école, pas d'un dispositif de domestication qui dévoie les symboles de l'armée au profit d'un projet politique qui vise une fois de plus à affaiblir l'éducation nationale. Une réponse à cela? Ça affaiblit pas l'éducation nationale parce que c'est intégré à l'éducation nationale et dans le programme scolaire, hein. Quand on parle de généralisation à l'horizon 2026, ça va être expérimenté dès la rentrée 2024. Ça sera des classes entières de seconde qui partiront faire le SNU, c'est-à-dire qu'on interrompt les programmes, mais ça fait partie ça sera sous la tutelle de l'éducation nationale. Donc il faudra rattraper les cours. Oui, mais c'est prévu dans les arbitrages qui
ont été pris par Gabriel Attal avant qu'il quitte le ministère de l'Éducation nationale, c'est prolonger le temps scolaire, notamment à la seconde, parce qu'on a bien vu qu'au moment de la seconde, il y a du temps libre, notamment sur la période de juin, donc pousser au maximum les heures de cours pour aller jusqu'aux examens et libérer donc du temps pour le SNU. Alors, moi, superbe équipe a vérifié les chiffres et grâce à l'oreillette magique, je sais qu'effectivement 75% effectivement, des Français, mais tout âge confondu et en majeure partie les seniors sont favorables au SNU. En revanche, les jeunes ne sont pas du tout favorables en majeure partie. Comment faire pour les séduire ? Comment faire pour les séduire ? Je pense que globalement, les jeunes, ils ont envie de s'engager. Ce qu'il faut, c'est pas leur dire que ça sera forcément en uniforme. Ou ça peut être en uniforme, mais par exemple chez les pompiers. Ça peut être pour conduire un projet ou participer à un projet de reforestation après des incendies. Vous voyez, dans le cadre d'une transition écologique accompagnée. C'est un engagement civique, finalement, voilà. C'est plus du bénévolat, quelque part. Oui, mais un petit peu, voilà. La même chose. Ce serait pas du bénévolat parce que ce serait quand même encadré et ça serait d'une certaine façon obligatoire. Donc c'est un engagement un petit peu à la carte. Pour ceux qui veulent le faire sous le format uniforme, ils le font, que ce soit militaires, pompiers, gendarmes, douaniers, etc. Ou sous l'étiquette associative dans le cadre d'un projet, mais qu'ils le fassent, quoi. Voilà, ce sera ça l'idée. Merci beaucoup, monsieur le député Guy Lavocat, d'être venu nous parler du SNU, du Service National Universel, sur le plateau du Grand JT. Merci. C'est moi qui vous remercie. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite. Ils œuvrent aux quatre coins du pays pour faire bouger les lignes et casser les codes de l'éducation. Qui sont ces entrepreneurs, ces collectivités et ces citoyens qui inventent et imaginent l'école de demain? On part à leur rencontre tous les jours et on les met à l'honneur dans l'école du futur, du lundi au vendredi, avec une bande de chroniqueuses et de chroniqueurs qui ont toutes et tous une idée derrière la tech. Et puis cette année aussi, je vais vous emmener faire un tour de France de ces initiatives positives et novatrices. Vous allez voir, inspiration garantie. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Guillaume Ferreira. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous par Skype. Vous êtes chercheur au laboratoire Nutri-Neuro. On va parler alimentation, mais aussi mémoire. On a souvent l'habitude, évidemment, de lier l'alimentation avec les pratiques sportives, avec la bonne santé physique. On dit toujours, bon voilà, on pense souvent, évidemment, à la minceur, mais pas que ça, hein, aussi tout simplement au bien-être. Mais en fait, évidemment, l'alimentation a d'autres impacts et encore plus précieux, notamment celui de la mémoire. Ça veut dire que, clairement, l'alimentation peut influer sur la mémoire? Déjà, ce qui est assez clair, c'est que l'alimentation, bien évidemment, va influencer sur les différents organes, et donc en particulier le cerveau, et donc, bien évidemment, certaines structures cérébrales, leur fonctionnement va jouer sur la mémoire, puisque c'est la base même des processus mnésiques. En fait, c'est l'apport énergétique, c'est ça, de ce que l'on mange, qui va jouer sur le cerveau, parce que le cerveau ne représente pas grand-chose dans le corps humain, enfin, en termes de poids. C'est l'apport énergétique, c'est-à-dire qu'en fait, le cerveau fait 2% du poids, on va dire, mais consomme à peu près 25% de l'énergie. Donc, bien évidemment, ce qu'on consomme va directement influencer son fonctionnement. Après, c'est pas simplement l'énergie, c'est aussi le type d'aliments et de nutriments qu'on va ingérer qui va influencer, on va dire, le fonctionnement cérébral. Justement, de ces nutriments types, alors plutôt les positifs d'abord, hein, négatifs ensuite. Souvent, on se dit, tiens, des poissons gras, c'est quand même vachement chouette, le fer aussi. Est-ce que tout cela est vrai ? On va dire oui, ce qui est surtout, ce qu'on connaît surtout, je dirais, c'est en rapport avec la mémoire, c'est surtout les effets un peu négatifs de certains types d'aliments, en particulier les aliments qu'on appelle obésogènes, c'est-à-dire sucrés et des lipides saturés. Donc en effet, des lipides, ce qu'on appelle polyinsaturés, type oméga 3 et tout, ont plutôt une influence positive. Donc encore une fois, tous les lipides ne sont pas mauvais, bien au contraire. Mais la combinaison de lipides, ce qu'on appelle saturés, et de sucre, ça c'est plutôt négatif, on va dire.
Alors ça, on le savait effectivement plutôt sur la notion de poids, mais pas forcément sur la notion de mémoire. Qu'est-ce qui se passe clairement? Vous êtes, je le rappelle, chercheur. Hein. Qu'est-ce qui se passe de manière à vulgariser, s'il vous plaît, pour que je puisse comprendre et que ceux qui nous regardent aussi puissent comprendre? Qu'est-ce qui se passe clairement quand on avale trop de lipides, justement saturés, et de sucre sur la mémoire? Ce que l'on savait assez bien, c'était l'effet que ça pouvait avoir en périphérie, en particulier au niveau cardiovasculaire et métabolique. Ce que l'on savait moins et que maintenant, qui est clairement avéré et clair, c'est l'effet que ça peut avoir aussi au niveau central, cérébral, donc sur le cerveau. Et au travers de différentes altérations, ça peut jouer à différents niveaux, hein, sur l'interaction entre l'intestin et le cerveau, enfin l'axe viscéral, on va dire, et le cerveau, mais aussi au niveau métabolique. Et tout ça, ça va influencer le fonctionnement cérébral. Et donc là, bien évidemment, va se voir l'impact sur le cerveau et sur le fonctionnement cérébral, donc différentes fonctions, dont la mémoire. Donc en particulier certaines structures cérébrales comme par exemple l'hippocampe, qui est une structure absolument indispensable pour ce qu'on appelle la mémoire de tous les jours, épisodique. Voilà, cette structure cérébrale est très influencée par ce qui va se passer dans la circulation, dans le métabolisme, mais aussi influencée par des interactions entre la périphérie et le cerveau. Beaucoup de régimes sont proposés aujourd'hui, institués, notamment le jeûne de 16 heures ou d'autres types de jeûnes. Est-ce que c'est intéressant pour la mémoire ou au contraire, faut-il les éviter à tout prix? Un peu comme tout à l'heure, je vais vous répondre dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce qu'on sait, c'est que des fois, ces régimes, ce qu'on appelle un peu obésogènes, vont avoir tendance à déréguler un peu l'activité circadienne, on va dire les cycles. Donc ça, en général, quand on dérègle ces cycles, là, on va avoir un impact sur le fonctionnement cérébral et donc sur, par exemple, la mémoire. Et on sait que certains types de régimes vont éventuellement arriver à resynchroniser les cycles, voilà, et donc pouvoir avoir des effets bénéfiques et tout. Après, ce qu'il faut bien voir avec différents types de régimes, c'est que souvent, on n'a pas de recul à très long terme de l'impact que ça peut avoir. C'est-à-dire, même si on a des effets bénéfiques à court, voire à moyen terme, pour le moment, je dirais, on n'a pas encore assez de recul pour savoir si ça a les mêmes effets bénéfiques à long terme. Alors, quel type de régime, précisément, peut avoir un effet bénéfique? Pardon? Quel type de régime? Vous parlez des effets bénéfiques. Ouais, je sais pas. Il y a différents types de régimes qui sont évoqués, mais là, je vois des types de régimes un peu extrêmes, comme des régimes cétogènes, où par exemple on enlève tous les carbohydrates, les glucides, ou il y a d'autres types de régimes. Alors le régime, par exemple méditerranéen, ça, il n'y a pas de souci, on va dire, puisque ça, c'est en général rééquilibrer les apports énergétiques au profit de fruits, de légumes, de choses comme ça et tout, de viande blanche, de poisson, plutôt que d'avoir beaucoup d'autres apports très riches en sucre ou très riches en lipides saturés. Donc ça, d'une manière générale, on le sait, mais ça, j'aurais presque tendance à le dire, c'est un peu le régime de nos grands-parents. Donc ça, c'est une question de bon sens. Et en effet, ce régime méditerranéen, il est tout à fait adéquat. Donc c'est surtout les régimes qui sont complètement déséquilibrés qui vont être on va dire, à proscrire. Par exemple, ne manger que effectivement des protéines, est-ce que c'est bon ou pas? J'aurais tendance à dire que dès le principe, si c'est limité aux protéines, peut-être ça va avoir un effet boostant, on va dire, sur le court terme et tout, mais sur le moyen et long terme, je dirais non. L'équilibre réside dans le fait qu'on puisse avoir des apports équilibrés entre protéines, lipides et glucides. Et à partir de quel âge il faut commencer à faire véritablement attention à son alimentation, non seulement évidemment pour sa santé physique classique, mais aussi et surtout pour son cerveau? À quel âge, je dirais, depuis la naissance, et même je dirais, et ça je pense que les mamans en général, ou les femmes enceintes le savent, c'est-à-dire même avant la naissance, pour les petits, mais par exemple on sait que puisque c'est surtout là-dessus qu'on travaille, sur les régimes obésogènes, encore une fois très riches en lipides saturés et en sucre, on sait que par exemple l'enfance et l'adolescence sont des périodes de vulnérabilité. C'est-à-dire que l'impact que ça va avoir sur le cerveau et sur des fonctions comme la mémoire va être beaucoup plus drastique que ce qu'il y a à l'âge adulte. Ça ne veut pas dire que les adultes sont protégés, mais les adolescents, par exemple, sont particulièrement vulnérables. C'est le moment, l'adolescence, où le cerveau vraiment se forme, non, mais arrive à maturation, peut-être. Je ne sais pas comment employer le bon terme. C'est exactement ça.
Exactement, vous l'avez très bien dit. C'est-à-dire que vous regardez un cerveau, on va dire, d'un ado de 12 ou de 15 ans, vous avez l'impression que le cerveau est assez similaire à ce que vous avez chez les adultes. Et en effet, il est à peu près complètement formé. Ce qui se fait beaucoup à l'adolescence, c'est, on va dire, l'optimisation des connexions entre les structures cérébrales. Toutes les structures sont là, ok, mais par contre, il va falloir bien mettre en place toutes les connexions qu'il y a entre ces structures-là. Et en particulier, celles qui sont très connues, c'est des connexions entre le cortex frontal et par exemple l'amygdale. Donc l'amygdale, siège des émotions, le cortex frontal plutôt de la raison, on va dire, si on schématise. Et donc cette régulation entre, on va dire, raison et émotion, on va dire, se met en place pendant l'adolescence. Bon, ça c'est un exemple, mais c'est vrai aussi pour des structures impliquées dans la mémoire, comme l'hippocampe en interaction avec par exemple l'amygdale ou le cortex frontal. Toutes ces connexions-là s'optimisent, se mettent vraiment en place pendant l'adolescence. D'accord, donc là on parlait précisément de la mémoire, mais effectivement en détournant un petit peu la conversation sur l'ensemble finalement de ce qu'on peut ressentir très souvent à l'adolescence, toutes ces transformations qui s'opèrent au niveau du corps et au niveau cognitif, l'alimentation peut jouer beaucoup ? Oui, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on sait en tout cas que, par exemple, certains types d'alimentation vont avoir des effets en particulier négatifs beaucoup plus forts. Alors c'était très connu, cet effet de l'environnement, par exemple, avec les drogues. Donc on sait que l'effet des drogues à l'adolescence a un impact énorme sur le cerveau et sur les comportements ultérieurs par rapport, si on le compare à une consommation de drogue à l'âge adulte. Mais c'est la même chose pour l'alimentation. Encore une fois, c'est un effet environnemental. Et là, on a des données en laboratoire. Enfin, nous, on les a obtenues il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, et ça a été corroboré par une dizaine de labos dans le monde, dans plein de laboratoires différents. Donc ça, c'est un truc c'est quelque chose de très très avéré. Maintenant que l'impact est très différent sur le cerveau d'un ado et sur le cerveau d'un adulte. Donc l'ado qui va se réfugier au moment d'une peine de cœur sur un morceau de pain avec de la pâte à tartiner, c'est à proscrire véritablement, ou alors on peut se dire que finalement ça peut faire du bien aussi parce que c'est une sorte de Madeleine de Proust, quoi. Mais encore une fois, pour moi, la réponse est dans l'équilibre, elle n'est pas dans l'extrême. C'est-à-dire que, bien évidemment, surtout avec une peine de cœur, ça vaut le coup d'aller prendre une tartine de Nutella si on en a envie, pour ne pas citer de marque. Il n'y a pas de souci. Le problème, il vient surtout du fait que, par exemple, on va consommer 4 ou 5 tartines de Nutella tous les jours, par exemple. Ça commence à être un peu compliqué. Mais sinon, non, il faut manger tout, il n'y a pas de souci. Le problème qu'il y a, c'est que maintenant, on a des régimes qui sont déséquilibrés, on va dire. Donc, on va dire que maintenant, l'alimentation est limitée à un certain nombre d'aliments sélectionnés, hyper caloriques, hyper énergétiques, en particulier avec beaucoup de lipides saturés, beaucoup de sucre. Donc c'est ça qu'il faut essayer de rééquilibrer, on va dire. Les excès, on sait forcément que c'est mauvais dans tout, ça c'est pas une nouveauté. En revanche, ce qui est important, c'est de pouvoir rappeler quand même l'impact des réseaux sociaux, et chacun y va un peu de son avis. On n'est pas toujours face à un chercheur lorsqu'on parle d'alimentation, donc souvent ce sont des personnes qui ne maîtrisent pas complètement le sujet. Peut-être qu'il faut aussi faire davantage de pédagogie auprès des jeunes et dans les écoles pour cela. Ouais. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal... on fait pas mal, nous, de rencontres dans les collèges, dans les lycées. On fait ce qu'on appelle de la vulgarisation. On va les rencontrer et tout. Après, voilà, notre cœur de métier, c'est la recherche. Donc, c'est ce qu'on fait la grande majorité de notre temps. Mais on a aussi, je sais pas, il y a aussi la semaine du cerveau où on communique beaucoup, par exemple. Et donc, maintenant, les chercheurs, et ça s'est intensifié dans les 10 ou 20 dernières années, vulgarisent beaucoup plus ce qu'ils font et donc vont à la rencontre des gens. Et nous, en l'occurrence, surtout vu notre travail sur, on va dire, nutrition, cerveau et adolescence, on rencontre très régulièrement des adolescents où ils viennent à notre rencontre. Il y a encore, pour la semaine du cerveau, il y a eu beaucoup de visites dans le centre de neurosciences où on est, d'adolescents, d'étudiants de collège et de lycée. 2 idées reçues, ou pas d'ailleurs. Manger de la viande rouge, c'est bon pour le cerveau? Je sais pas. Je ne me prononcerai pas là-dessus parce que je ne travaille pas là-dessus. Mais j'aurais tendance à dire, d'un point de vue écologique, on sait les conséquences qu'a la viande rouge. Voilà, donc déjà, ça, c'est une question qu'on peut se poser. Après, pour le cerveau, je ne suis pas sûr qu'elle ait plus d'intérêt qu'un autre type de viande, une viande blanche ou un autre apport protéique. Mais... Jeûner est bon pour le cerveau. Vrai ou faux? Pardon? Jeûner est-il bon pour le cerveau? Vrai ou faux? Je vous répondrai
pareil, je sais pas, je travaille pas directement là-dessus. Par contre, il semble que, encore une fois, à court ou à moyen terme, on ne sait pas à long terme, mais d'avoir ce qu'on appelle des jeûnes intermittents. Et des fois, il y a des gens qui le font, par exemple, 1 journée ou 2 par semaine et tout. Les gens qui font ça disent que ça leur procure, je sais pas, une sorte de boost vraiment énergétique énorme. Donc voilà. Après, je travaille pas directement dessus, donc je peux pas, je préfère pas me prononcer. Mais en effet, les effets à court ou à moyen terme semblent être assez impressionnants. Merci beaucoup, merci Guillaume Ferreira d'avoir été avec nous sur le Grand JT pour nous parler de l'impact de l'alimentation sur la mémoire notamment. Merci 1000 fois. Vous êtes chercheur au laboratoire Nutri-Neuro. Merci. On va continuer cette émission et on va retrouver tout de suite Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Cette semaine, son invitée est Sylvie Tellier. Après, tu es devenue Miss France. Oui. Est-ce que avant de penser à Miss France, enfant, il y avait un métier qui te faisait rêver? Alors, mon premier métier, j'aurais voulu être hôtesse de l'air. Mais non. Ah, ouais. Il y avait Laetitia Blégé, Miss France, qui l'avait hôtesse de l'air, puis je me suis vite rendu compte que malheureusement, les hôtesses de l'air, elles ne faisaient que le service dans un avion, donc non. En fait, j'avais jamais voyagé, donc je savais pas ce qu'était une hôtesse de l'air. Puis quand j'ai vu le métier d'une hôtesse de l'air, je me suis dit non, c'est... Oui, tu le dis dans le livre, que tu as voyagé avec Miss France, non? Ah bah oui, j'avais jamais pris l'avion. T'avais pas pris l'avion avant? Ouais. Et après, je voulais être maîtresse. Ok. Voilà, mais ça ne doit pas t'étonner beaucoup. Non, c'est un peu la finalité, c'est ce qui t'a conduite à... Oui, et puis après... Il y a de la transmission. Il y a de la transmission, puis après mes parents ont divorcé, ma mère a eu l'aide juridictionnelle avec un avocat qui ne l'a pas aidée, et donc après je voulais être avocate, et ça ne m'a pas lâchée. Et ça, c'était à quel moment quand tu étais en classe, quand tu dis avocate, c'est arrivé assez vite quand même, je pense que c'est au collège. Quand tu fais Miss France, tu es en master de droit? Je viens de terminer, alors c'était plus comme ça à l'époque, moi je venais de terminer ma maîtrise, parce qu'à l'époque il y avait 2 ans de DUG, 1 année de licence, 1 année de maîtrise, et j'étais inscrite à l'IEJ en fait. Je préparais le CRFPA. Qu'est-ce qui t'a tiré dans le droit? Donc tu le dis, c'était par rapport à ce qui... C'était la plaidoirie, vraiment. Ouais, je voulais plaider, j'adorais ce côté théâtral. Ouais. Donc pourquoi pas faire de la comédie aussi? Pourquoi pas, mais j'aurais pu. Ça m'aurait beaucoup plu. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Sylvie Tellier, pour la suite de Souvenirs d'écolier. Et tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le ZAP. Ce livre, vous le dites, vous l'avez aussi écrit pour les autres femmes, pour tout le monde d'ailleurs, pour témoigner de ce que c'est que d'affronter cette maladie. Mais au tout début, c'est pas un bouquin que vous faites, c'est les réseaux sociaux. Vous vous dites, tiens, je vais raconter. Comment ça... Vous êtes très expansif, vous adorez raconter votre vie à tout le monde? Pas du tout. Bah voilà. Au départ, j'avais donc mon compte Instagram qui était essentiellement basé sur le sport. Donc je parlais beaucoup de mes compétitions, des compétitions que je faisais, du sport en règle générale. Et c'est vrai que quand je suis tombée malade, alors je pense qu'il y a le côté double facette, c'était un peu et la soignante et la patiente, où j'avais aussi envie de raconter que 24 ans sans antécédents, avec une bonne hygiène de vie, ça pouvait arriver. Ça n'arrivait pas qu'aux autres, malheureusement. Ouais. Et du coup, je pense que c'était un petit peu de la prévention, surtout que je voulais faire au début. Et ça a été... je pense que ça m'a beaucoup aidée au quotidien, parce que justement, j'ai vu qu'en levant des tabous, je recevais beaucoup de commentaires positifs et bienveillants. Et finalement, moi aussi, ça m'a donné envie de continuer à partager davantage, de montrer aux autres que ça pouvait arriver, mais que... les gens voyaient au fur et à mesure des chimios comment je me sentais, pouvaient me donner ou me demander des nouvelles de temps en temps. Ouais. Ce qui n'est quand même pas évident, parce qu'il y a la perte des cheveux. Oui. Pas évident à affronter, ça, vous le racontez. C'est un des moments où vous pleurez, d'ailleurs. Ça a été un moment difficile. C'est mon père qui m'a rasé la tête parce qu'il voyait au bout de 2 semaines de chimio que vraiment mes cheveux commençaient à tomber par poignées. Et du coup, il a pris la décision de me raser la tête et on l'a fait ensemble. Et je pense que ça a été la meilleure des décisions. Et puis finalement, on a commencé à dédramatiser les choses. Donc en se disant, bon, au final, c'est que des cheveux, ça va repousser. Et lui avait déjà une calvitie parce que c'est comme ça, c'est la vie. Et du coup, on en rigolait un petit peu tous les deux. On se disait, bon, voilà, regarde. Il me dit, moi, j'ai pas de cheveux et pourtant, je le vis bien.
en 2014. C'est Jean-Pierre Boissin qui fonde le réseau Pépite en France. Quelle était son ambition? À quel besoin, à l'époque, ce réseau répondait-il? En fait, l'entrepreneuriat étudiant existe depuis de nombreuses années, même avant la création des réseaux des Pépites et du statut d'étudiant entrepreneur. C'est des initiatives qui ont émergé dans les établissements. Il y a eu ensuite l'idée de regrouper les forces des territoires dans des pôles qu'on appelle les PEE, pôles étudiants entrepreneurs. Ces pôles qui ont commencé à se développer avaient besoin d'un souffle plus fortement politique et d'avoir aussi une envergure nationale et donc d'être vraiment reconnu. Et donc l'idée a été de créer des pôles avec ce label qui s'appelle Pépite, et en donnant le privilège à ces pôles d'être opérateurs du statut national d'étudiant entrepreneur pour tous les étudiants qui voulaient entreprendre et qui allaient être accompagnés. Donc on a dit globalement à cette époque-là, sur un territoire, il y a un pôle qui va s'en occuper, les établissements se mettent d'accord, ils se réunissent dans ce pôle, comme ça il y a un guichet, les étudiants se retrouvent sur ce guichet, qui est le pôle Pépite, ça clarifie l'offre. Oui. Maintenant les établissements continuent évidemment de faire leurs actions en entrepreneuriat, mais il y a une sorte de bannière, de pavillon commun qui sont les pôles Pépites. Donc l'idée était de fédérer, de donner de visibilité et puis de créer ce qui est devenu une première mondiale, le statut national des étudiants entrepreneurs. Alors ce statut, il a été inspiré au départ dans les discussions avec les parties prenantes et les étudiants. Nous, quand on entreprend, on passe beaucoup de soirées, le week-end, etc. On est très pris par ce travail, un peu comme des sportifs de haut niveau. Oui, tout à fait. Qu'à cela ne tienne, sportifs de haut niveau, ils ont évidemment par le ministère de la Culture, des Sports un statut particulier. Il s'agit de reconnaître ce statut d'entrepreneur pour donner des facilités aux étudiants qui entreprennent. Et par exemple, quand vous avez des travaux dirigés, c'est jamais très simple à négocier avec vos profs les travaux dirigés, mais quand vous avez des travaux dirigés à l'université qui tombent dans des horaires, vous avez besoin de rencontrer des prospects, des commerçants avec qui vous travaillez, c'est parfois pas très commode. Donc vous pouvez demander, donc grâce à votre statut, des aménagements d'horaires pour pouvoir être libéré dans les temps qui sont importants pour vous. Vous pouvez également demander, par exemple, à consacrer votre stage de fin d'année sur votre propre projet d'entreprise pour le tester dans la situation universitaire. Donc assez protégé quand même, accompagné, et puis de tester. Si vous vous rendez compte que ce n'est pas le moment, en fait, vous aurez appris grâce à votre stage. Et puis, si vous sentez que justement ça mord et que c'est bien le moment, vous pouvez continuer à développer votre projet. Et donc, l'idée, du moment que ce stage est lié à votre formation et que votre thématique est liée à votre formation, vous pouvez demander, donc c'est un droit, que vous pouvez demander auprès des profs, et donc ils doivent discuter avec vous et avec le pôle Pépite pour vous accorder cette facilité. Vous avez le sentiment de faire une mission de service public? Je suis d'accord, nous on est très fiers d'avoir été lauréat French Tech 2030. Donc on est reconnu comme étant un acteur de rupture à très fort impact que le gouvernement vient accélérer dans ce cadre-là. Et très fiers en fait que ce sujet de l'orientation, ce sujet de l'éducation soit mis en avant et soit poussé parce qu'il y a un enjeu, et il y a un enjeu aussi fort en ce moment, et l'État a vraiment pris conscience, c'est la réindustrialisation du pays. On parle beaucoup de réindustrialisation, c'est 1 million de postes à pourvoir dans les prochaines années, mais ça ne pourra pas se faire sans les jeunes et sans les femmes. Et il y a un vrai enjeu à changer l'image de l'industrie aussi. Et donc, nous, on est aussi lauréat de France 2030 d'un projet qui s'appelle Compétences et métiers d'avenir, où on met en avant sur notre site 1000 ambassadeurs de l'industrie aéronautique et spatiale, à tout niveau, des ouvriers, des techniciens, des cadres, des ingénieurs, et 1000 ambassadeurs de l'industrie agroalimentaire, mais aussi de l'agriculture et de la pêche, parce que je ne sais pas si vous savez, mais dans 10 ans, 50% de nos agriculteurs partent en retraite. Et là aussi, pareil, il faut créer des vocations, parce que sinon, on a un enjeu de souveraineté alimentaire. Si je vous pose la question de l'ultra-trail, c'est parce que, après la maladie, vous vous lancez dans le 100 km, vous devenez une 100 bornarde, comme on les appelle. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors, en fait, c'était un défi particulier parce que quand je me suis fait opérer, du coup, on a fait l'opération du grand dorsal et je pouvais plus bouger les bras. Il y a des douleurs terribles, c'est ça, on peut plus. Je pouvais plus bouger les bras comme je voulais et du coup, faire de la vitesse, ça nécessitait une grande mobilité des bras et tout ça, je pouvais plus. Donc, je suis passée sur des très longues distances. Mon père m'a un peu lancée en me disant, si tu peux pas courir vite, tu vas courir longtemps. Et j'ai dit, ok, on y va. Et ça vous a quand même appris des choses que vous réutilisez pour le marathon, je crois, sur la gestion du temps, la gestion de la durée. Oui, de la durée, de l'alimentation, plein de moments à l'entraînement, justement. C'est vrai que c'est beaucoup plus cadré et maintenant, j'ai appris à courir plus longtemps et aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre à courir plus vite. D'une épreuve à l'autre, ce cancer, à 24 ans, les soins qui vont durer longtemps, vous nous l'avez expliqué, vous reprenez la compète, clac, Covid, confinement, et là, vous êtes doublement concernée comme athlète, mais également comme soignante. J'étais plutôt concernée en tant que soignante, c'est vrai, parce que toutes les compétitions s'annulaient. La période sanitaire, ça a été très compliqué, je pense, pour tout le monde. Clairement, tout le monde. Toutes les compétitions s'annulaient. Et en tout cas, dans le milieu du sport, c'était plus possible. Et c'est vrai que j'ai tout misé, on va dire, sur le milieu médical, où j'ai fait que travailler en faisant des gardes sup, même sur d'autres hôpitaux pour apporter mon aide. Et pour vous occuper des malades. Et ça, c'est le
côté... Là où je me sentais le plus utile. On parle des étudiants entrepreneurs, je voudrais qu'on parle des jeunes femmes étudiantes entrepreneurs. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez de plus en plus? Oui, alors oui, vous savez, dans nos métiers, on a beaucoup les étudiants sont majoritairement des femmes par rapport à des hommes, dans la population générale des étudiants, les 2 600 000 étudiants. Nous, dans le pôle Pépite, dans les étudiants entrepreneurs, le statut, par contre, on est à 38% de jeunes femmes entrepreneurs. D'accord. Alors, c'est insatisfaisant, c'est un de nos axes de progrès. Notre ministre, qui est farouchement engagé sur cette question-là, nous met bien la pression pour que ça progresse. Nous sommes face à une situation qui est culturelle, qui est sociétale, donc on doit néanmoins c'est pas pour autant qu'on doit baisser la garde et ne pas continuer à agir pour faire améliorer ce chiffre. Dans toutes nos communications, elles sont paritaires, les prestations qu'on fait sont paritaires, etc. Néanmoins, il y a des freins, aussi parce que beaucoup de jeunes entrepreneurs qui viennent nous voir sont aussi dans le domaine technologique, souvent très masculin. Oui. Mais néanmoins, 38%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a encore une belle marge de progrès. Et puis, ce que j'évoquais tout à l'heure, il faut que sans doute, il y ait une représentation que l'entrepreneur est un moyen d'eux. Et plus on verra que l'entrepreneur est un moyen d'eux, par exemple, de s'engager, d'agir, d'avoir un impact, plus on aura probablement de femmes qui vont accepter que l'entrepreneur n'est pas quelque chose d'individualiste, de combatif, de compétitif, mais c'est aussi quelque chose qui permet de rassembler. Et voilà. Ça va paraître un peu typé ce que je vous raconte là, mais en fait, c'est bien ce qu'elles nous disent. À un moment donné, il faut les aider à prendre conscience que c'est un vecteur de leur engagement. Et donc, une fois qu'elles sont étudiantes entrepreneurs, par contre, on a fait des statistiques extrêmement intéressantes. Une fois qu'elles sont chez nous, elles créent autant que les hommes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de transformation du projet. C'est s'autoriser à se porter la casquette de l'étudiant entrepreneur et de s'engager dans le projet. Ces blocages-là, elles sont très nombreuses avant. Elles sont dans la même transformation après, et c'est la bascule qui pose problème, il faut qu'on y travaille. Claire Espinasse, on parlait effectivement d'inégalité sociale. Comment les jeunes peuvent se débarrasser, je sais que ça ne se fait pas en un coup de baguette magique, de toutes ces barrières, de toutes ces croyances limitantes? Je rejoins complètement Émilie dans son propos, c'est d'échanger et d'être curieux et de s'ouvrir. Et d'échanger avec d'autres personnes, d'autres jeunes de leurs âges et un petit peu plus âgés, qui sont un petit peu plus loin dans leur parcours de vie, mais d'avoir, d'être attentif au rôle modèle, exactement comme l'a dit Émilie, et de faire confiance aussi à des initiatives et à des projets comme les nôtres et à des solutions comme les nôtres pour les aider à se débarrasser de ces carcans et de ces croyances limitantes. Nous, on discute aussi donc, sur Discord, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais au téléphone aussi, tous les jours, avec des jeunes en rupture. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Emma pour ces infos. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette édition. À la réalisation, c'est Romain Luc, le son Thibaut Gorillafont, le maquillage Laure Audemont, Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée à tous et on se retrouve demain. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec nous.